Denis Charbit, bonjour. Bonjour. Bientôt, vous allez voter en Israël, ce sont les élections au mois de janvier. Le mois de janvier, le 22. Le 22 janvier. Alors, plus généralement, lorsqu'on aborde Israël, on évoque toujours un paradoxe selon lequel l'opinion publique israélienne serait favorable à la formule deux peuples, deux États, et des enquêtes le démontrent systématiquement. Et ce paradoxe, comment se fait-il que cette même opinion publique élit un Parlement largement dominé par des partis qui se positionnent contre cette formule de deux peuples, deux États? Le paradoxe, c'est d'abord celui du parti de gouvernement que tu évoquais, le Likoud, qui, très clairement, quand on voit ses militants, quand on voit ses élus, sont tout à fait hostiles à la création d'un État palestinien à côté de l'État d'Israël, mais en même temps, c'est son leader en personne, Benjamin Netanyahou, qui l'a déclaré ouvertement, officiellement, en 2009, le discours de Bar Ilan, et sans effectivement avoir ni l'intention, ni l'envie, ni l'urgence de le faire. Alors, le paradoxe, c'est que, je dirais que l'opinion israélienne, finalement, il y a un camp à gauche qui est acquis à cette cause-là, et il y a un camp à la droite de la droite qui est hostile, et puis il y a un marais très important qui fluctue, et qui fluctue, je dirais, en fonction du contexte régional et international. C'est-à-dire que finalement, quand il y a la chute du mur, quand l'Afrique du Sud devient libérale, c'est la fin de l'apartheid, quand il y a une prospérité économique relative, etc., quand on a le sentiment d'un nouveau système international, eh bien, et qu'on a des pays arabes relativement stables qui y vont doucement, mais qui y vont quand même, effectivement, à ce moment-là, ce marais qui est très hésitant, qui est très pragmatique, mais qui se pose des questions à chaque fois, eh bien, vote pour des partis plus déterminés, plus favorables à régler ce conflit. Et en revanche, quand le contexte régional et international s'alourdit, s'épaissit, quand le mouvement national palestinien est divisé entre Hamas et le Fatah, du coup, il y a une sorte de frilosité. Et je dirais donc que, pour répondre à ta question, le paradoxe, c'est que oui, au bout du compte, tout le monde rationnellement intériorise le fait que ce sera bien la solution, il y aura bien deux États, mais ça c'est sur le plan de, je dirais presque de l'idéologie fondamentale, mais au niveau opérationnel, on n'y va pas, on freine des quatre fers, et cette paralysie, on l'interprète finalement comme de la prudence, c'est-à-dire non pas comme une initiative, les Israéliens eux-mêmes sont convaincus non pas qu'ils trichent, mais que si finalement ils n'y vont pas, c'est parce qu'ils voient autour d'eux des signes multiples qui n'incitent pas à la confiance, qui permettraient d'arriver à ce Donc aujourd'hui, c'est la situation internationale. Donc c'est alors là, c'est surtout régional avec les printemps arabes qui auraient pu être effectivement, on a pensé en tout cas à un moment que ça aurait pu être une porte ouverte pour de nouveau avoir un peu plus confiance, etc. Et finalement, on peut dire que la perception qu'on en a en Israël aujourd'hui est, je dirais, plutôt négative. En gros, vous avez fait la révolution et en fait, elle n'a profité qu'aux islamistes avec le consentement du suffrage universel. C'est-à-dire, c'est pas les islamistes qui ont fait un coup d'État. Alors, et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est tout frais, c'est tout récent. Les manifestations des éléments libéraux contre la Constitution ont beaucoup surpris les Israéliens, parce que pour eux, ils ont tous voté pour, étaient tous d'accord, donc un régime autocratique, en fait, c'est ça qu'ils ont eu avec Moubarak, c'est ça qu'ils ont eu avec Morsi, et c'est pas nouveau. Voilà. Mais tout ça ne fait pas encore, un événement comme celui-là, il peut susciter un peu de contradiction, de se dire, tiens, finalement, ils se battent pour leur démocratie, mais ça n'a pas, je dirais, l'impact qu'aurait pu avoir par exemple dans l'histoire des relations israélo-égyptiennes, la visite de Sadat en Israël. Donc ça ne modifie pas encore substantiellement le sentiment que ce qu'ils veulent c'est notre perte, que le rapport de force, s'il leur était favorable, ils en profiteraient pour nous déstabiliser. Et donc voilà, c'est vrai que de ce point de vue-là, le printemps des peuples a plutôt confirmé l'interprétation de Netanyahou, dont on se souvient qu'elle était très très vite dès le départ, en disant nous on n'y croit pas, c'est rien du tout, etc. Plutôt que le camp de la paix qui aurait certainement pu tirer parti si ça avait abouti à plus de démocratie. Alors tu as justement évoqué Netanyahou, qui a justement joué un rôle important dans la diffusion de cette idée que le printemps arabe n'était pas un printemps arabe, que c'était une mauvaise chose. On sent que cet homme va être réélu.
qu'il a une popularité importante dans le pays. Alors, quelle est la force de cet homme politique? Quelles sont les caractéristiques de Netanyahou qui font qu'il soit si fort politiquement aujourd'hui en Israël? Je crois qu'il y a deux facteurs. Le premier, celui dont on parle moins, c'est que son bilan, dans une période qui a été relativement tourmentée un peu partout en Europe et bien sûr au Moyen-Orient, eh bien, il peut affronter les électeurs, les regarder droit dans les yeux et leur dire, écoutez, je ne vous ai pas promis le paradis, mais je vous ai apporté la stabilité. Stabilité politique, puisque sur le plan parlementaire, pour la première fois depuis, il faut bien reconnaître, bien longtemps, il n'y a pas eu de crise majeure, il n'y a pas eu de motion de censure qui soit passée, etc. Donc du coup, il a vraiment tenu sa coalition au prix, bien sûr, d'un immobilisme sur le plan diplomatique. Donc, premier facteur. Le facteur le plus essentiel, me semble bien évident, être la stabilité économique. Grosso modo, on a passé la crise de 2008, la crise plus récente, grâce à un conservatisme qui était celui de Stanley Fischer, le directeur, le gouverneur de la Banque centrale. Mais en gros, bon, on a relativement bien passé cette épreuve-là. C'est pas terminé. Une des raisons, il faut se rappeler, pour lesquelles il a dissous la Knesset, c'est qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas les moyens de voter un budget d'austérité avec les partis de sa coalition, et donc a préféré faire des élections pour ensuite voter un budget qui sera certainement très austère, compte tenu de l'affaiblissement des échanges avec l'Europe notamment, des problèmes avec l'économie américaine. Mais en gros, même si le chômage est un petit peu en hausse, il est aujourd'hui autour de 7%, alors qu'il était de 6% il y a un an encore, en gros, on a quand même le sentiment qu'il a su tenir à peu près les choses, même s'il y a eu quand même la protestation sociale. Là aussi, une sorte de pavé dans la mare. C'est certainement son tendon d'Achille, mais voilà, il a essayé de donner une sorte de cadeau de compensation avec, qui n'est certainement pas négligeable pour les jeunes couples qui mettaient leurs enfants en crèche et qui payaient très très cher jusqu'à l'âge de 5 ans. À ce moment-là, c'est l'école publique et ça devient gratuit, mais donc de 2 à 5 ans, on payait relativement cher. Quand on en avait 2 en bas âge, on imagine les conséquences. Mais donc cette stabilité économique lui apporte certainement aussi des suffrages. Et je dirais, voilà, par rapport à toutes les crises qu'on nous a annoncées, par rapport au printemps arabe et au bouleversement, et je dirais même la dernière opération. Finalement, il est allé à Gaza, oui, l'opération Pilier de défense, où il est allé avec beaucoup de prudence et finalement sans y aller. Je l'ai écrit dans les dernières colonnes de Regard. Netanyahou, qui est 2 fois au pouvoir, qui va être une 3e fois, n'a jamais dirigé une quelconque opération militaire. Toutes les opérations militaires des dernières années, depuis l'intifada jusqu'à l'opération Pilier de défense, Netanyahou n'était jamais au pouvoir. Et celle-là où il avait peut-être les moyens d'en faire plus, finalement, c'est une mini-opération. Enfin, je veux dire, ça a été surtout un coup de bluff avec la mobilisation des 75 000 réservistes, mais sans y aller, rétablissant un cessez-le-feu, en faisant jouer d'ailleurs une réelle capacité de dissuasion. Les Gazaouis ont eu peur, les Égyptiens ont eu peur, et du coup, il y a eu un cessez-le-feu. Et donc, finalement, voilà, on connaît ses faiblesses. Mais il faut bien reconnaître que, et c'est son habileté indéniable, et qui tient certainement au fait que c'est sa 2e expérience. Moi je dois dire que, et je ne donne de conseils à personne, mais de manière générale, en tout cas pour ce qui est de la politique israélienne, les 2e gouvernements, les 2e fois où un chef de gouvernement a exercé a toujours été meilleur. Le bilan a toujours été meilleur, le rabbi numéro 2 était meilleur que le rabbi numéro 1, et incontestablement Netanyahou numéro 2 s'en est bien mieux sorti que lors de son premier passage du pouvoir de 96 à 99. Je crois qu'il a vraiment acquis de l'expérience et qu'il est très habile au point d'apparaître, et je finirai là-dessus, comme, je dirais, l'aile gauche de son gouvernement. Et je dois dire que à cet égard, j'en ai beaucoup parlé dans les colonnes de Regard, ce qui a été pour beaucoup d'entre nous le plus inquiétant, ce sont tous ces projets de loi antidémocratiques, contre la gauche, contre les associations, la société civile, etc. Eh ben, il a été celui qui les a freinés en disant ça c'est pas possible, y compris des lois anti-religieuses, anti-laïques, etc. Alors en argumentant une fois de la diaspora, une autre fois des
des effets diplomatiques, etc. Le fait est qu'il a toujours été celui qui n'a pas laissé passer. Là, la tâche va lui être encore plus difficile, puisque dans le prochain... Voilà, puisqu'aujourd'hui, les trois qui jouaient ce rôle-là avec lui, c'était Meridor, Begin et qui était le troisième. Le nom m'échappe maintenant. Rivlin. Non, Rivlin reste toujours député. Michael Eitan, qui est un parlementaire moins connu en dehors d'Israël, mais qui est le parlementaire par excellence, qui connaît sur le bout du doigt les règlements et qui a une vraie conception libérale de la vie politique. Il a été éjecté, enfin il est en 45e position, et Meridor également, et Begin également. Netanyahou, voilà, quand je dis qu'il a joué sur cette dimension un peu libérale, c'est-à-dire pour ne pas exciter, je dirais, le centre et la gauche contre lui, il a dit qu'il leur donnerait quand même des postes ministériels, quand bien même ils ne sont pas sur la liste parlementaire. Donc voilà, voilà quels vont être ses atouts, et en ce sens, oui, il a de fortes chances d'être réélu. Alors, le deuxième facteur que je n'ai pas cité, c'est effectivement le sentiment qu'on a que à la gauche du Likoud, il y a des personnalités intéressantes, de premier plan, intelligentes, travailleuses, etc., mais qui n'ont pas l'étoffe de leader. Ni Tzipi Livni, qui avait une bonne image lorsqu'elle était ministre des Affaires étrangères, mais qui l'a complètement torpillée durant son exercice dans l'opposition, qui a été catastrophique, n'incarne pas, ne donne plus aujourd'hui, alors qu'elle le donnait il y a 3 ans lors des élections de 2009, elle ne donne plus le sentiment qu'elle peut concurrencer Netanyahou. Sheli Yachimovitch est trop confinée dans la question sociale, alors elle aurait été une brillante syndicaliste, mais on ne la voit pas aujourd'hui être Premier ministre, et Olmert n'est pas dans la course, donc du coup, oui, il a été le seul, c'est pour ça qu'il a été tenté d'y aller, mais là, ces problèmes juridiques, ces problèmes judiciaires plutôt l'empêchent de briguer, en tout cas maintenant, ce poste, et d'ailleurs il ne se présente pas, et il reste Yair Lapid aussi, un brillant journaliste, il sait parler, il a de la voix, il a de la belle rhétorique. Personne ne peut l'imaginer aujourd'hui Premier ministre dans un pays aussi compliqué qu'est l'État d'Israël. Et la raison d'ailleurs pour laquelle Sheli Yachimovitch dit vouloir entrer dans le gouvernement Netanyahou, en tout cas elle laisse entendre qu'elle le ferait, c'est parce qu'elle veut une expérience ministérielle pour ensuite dire maintenant je peux être Premier ministre. Puisque tu parlais de la gauche et donc du camp de la paix en Israël, il est faible aujourd'hui, il est très faible. Ne s'agit-il pas d'une faiblesse structurelle, d'autant plus quand on sait qu'après la mort de l'assassinat d'Yitzhak Rabin, les choses ont commencé à s'écrouler assez rapidement. Je ne suis pas sûr, je ne partage pas ton avis. Il y a quand même eu Barak qui a été élu en 99, qui a fait le retrait du Liban, et qui a surtout... Non, il a surtout fait le sommet de Camp David. Maintenant, on peut ouvrir le dossier. Est-ce que c'est lui qui est le responsable? Est-ce qu'il a manqué de psychologie? Ou est-ce que c'est Arafat qui est le responsable? C'est quand même lui, et je le dis puisqu'il est censé quitter le pouvoir et la vie politique, en tout cas c'est ce qu'il a déclaré, bien qu'en Israël on n'est jamais sûr, mais en tout cas il ne se présente pas aux élections, ça c'est certain. N'oublions pas quand même une chose dans son bilan, puisque tu parles du camp de la paix, c'est quand même lui qui a fait voter par le gouvernement, et donc ça veut dire que ça oblige tous les gouvernements à sa suite, qui a fait adopter les paramètres Clinton. Tabac non, parce que c'était vraiment trop près des élections, mais les paramètres Clinton, c'est un document entériné par le gouvernement israélien, et ça servira, le jour où ce sera utile et pertinent, tout gouvernement israélien qui pourra se référer à un texte qui a été décidé par, qui a été voté par le gouvernement israélien présidé par Barak. C'était pourtant 3 mois après le déclenchement de la seconde intifada. Alors c'est pas pour encenser Ehud Barak, et c'est pas non plus pour esquiver ta question sur un camp de la paix effectivement faible structurellement. Je dirais que d'une certaine manière, le camp de la paix ne s'est pas relevé de la seconde intifada, c'est-à-dire qu'autant les Israéliens pouvaient admettre l'idée d'une insurrection palestinienne tant qu'il n'y avait pas de négociation avec les représentants officiels du mouvement national palestinien, c'est-à-dire le Fatah ou le LP, autant une fois que la négociation a été entamée, les Israéliens n'ont le camp de la paix s'est vidé de beaucoup de ses bataillons, ayant le sentiment que quand on négocie, même si on échoue, on continue la négociation, on poursuit la négociation, mais on ne revient jamais à la violence. Ça, c'est la première chose. Il y a eu une possibilité. Alors n'oublions pas le climat de 2002-2003, tous les appels de réservistes, les appels de pilotes de l'armée de l'air israélienne appelant à l'insoumission, etc. Il y a eu quand même un mouvement de la paix qui a
Il y a eu les accords de Genève aussi, la déclaration de Genève plus exactement. Donc le camp de la paix a quand même bien tenu le coup malgré la seconde intifada. Donc on a pu assister à sa renaissance, même si c'était plus le mouvement de masse des années 80, des années Oslo. Et je crois que le deuxième coup dur, ça a été le désengagement, c'est-à-dire Ariel Sharon, avec l'assentiment du camp de la paix, et avec les votes d'ailleurs des députés favorables au règlement du conflit, vote pour le désengagement. Alors on imagine bien que ça va pas être le paradis sur terre, mais on n'imagine pas que ça va être la prise du pouvoir par le Hamas et les roquettes, etc. Ce qui inspire non seulement à ceux qui étaient de toute façon réticents, mais même à des gens qui ont toujours été pour la paix, l'idée que finalement ils n'en veulent pas. Quand on se retire d'un territoire, le Liban et la bande de Gaza, c'est de là que ça frappe, et quand on reste dans un territoire, en l'occurrence la Cisjordanie, là les choses restent relativement tranquilles. Voilà un paradoxe, effectivement, qui rend très difficile, même pour des gens comme moi, tout à fait convaincus de l'urgence et de la nécessité de la paix, qui rend très difficile le travail de rassemblement, de regroupement d'un marais. On sait bien que il faut convaincre, au-delà du premier cercle concentrique de ceux qui estiment que l'occupation est un mal et qu'il faut finir le plus vite possible avec cela. Et de ce point de vue-là, qu'est-ce que c'est que le camp de la paix aujourd'hui? Le camp de la paix, ce sont ceux qui disent il faut mettre fin à l'occupation et la paix viendra de surcroît. Alors qu'avant, le camp de la paix, c'était on a la paix en échange de la fin de l'occupation. C'est-à-dire on associait l'un avec l'autre. Aujourd'hui, le camp de la paix ne rassemble que ceux qui disent l'occupation, c'est un mal, il faut en finir, et après on verra bien. Et après, on négociera si on peut négocier, mais il faut mettre un terme à l'occupation parce qu'elle corrompt moralement, politiquement, elle affaiblit Israël, et qu'en soi, elle est une mauvaise chose. Donc c'est vrai que... Alors, est-ce que structurellement... je dirais ceci... il n'y a rien de très enthousiasmant à plaider pour un divorce. Voilà. En gros, c'est ça. Parce que qu'est-ce que c'est que le camp de la paix? C'est dire il faut qu'on divorce. Je reprends le titre du livre d'Amos Oz, aidez-nous à divorcer. Je veux dire, tu mobilises pas des masses sur un idéal de ce type. C'est pas Et en ce sens, je dirais structurellement, il y a quelque chose ici qui est difficile à faire passer. D'autant que il faut bien reconnaître que du côté palestinien, c'est un coup à droite, un coup à gauche. Une fois une déclaration honorable, après elle est remise en cause, etc. Et puis je dirais une inquiétude juive, il faut le dire. Qui rend les choses effectivement très, très compliquées, mais sans pour autant désespérer. Merci. Vous m'avez pas dit le cadre horaire, donc je ne sais pas si vous avez des réponses.